Donc, je vous propose de commencer, 14h30. On respecte l'heure qu'on s'est fixée. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous pour ce second webinaire Mon Resto Responsable au sujet des bonnes pratiques en restauration collective. Cette fois-ci, on vous emmène dans un nouveau territoire, en Occitanie et plus spécifiquement à Toulouse, avec la cuisine centrale de la mairie de Toulouse et le Crous de Toulouse Occitanie. Nous allons nous focaliser plus spécifiquement cette fois-ci sur l'un des 4 piliers de la démarche, le pilier des éco-gestes, et plus spécifiquement sur la question de la substitution du plastique et de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Alors, je vais laisser la parole à Marie-Cécile Rollin, directrice de Restocco, pour nous parler un peu plus en détail de la réglementation en vigueur, pour faire un petit zoom réglementaire rapide sur la question notamment des plastiques. Oui, alors ce sujet des contenants est très vaste parce qu'en fait, comme vous le savez, on est soumis à trois réglementations différentes qui se sont cumulées pour diminuer à la fois les emballages jetables sur les contenants, mais également un rajout qui a été fait pour des raisons de santé publique d'interdiction du plastique pour les contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service pour les enfants, que ce soit dans les établissements scolaires, périscolaires ou à l'hôpital. Donc, ce schéma montre en fait les différents cas et l'ensemble des réglementations qui s'imposent à vous en fonction de votre type de restauration collective. Si je suis concernée par l'accueil d'enfants, d'adolescents, d'étudiants, que ce soit dans ces établissements scolaires, périscolaires ou en hôpital, je dois répondre à plusieurs réglementations. Celle dont on parle beaucoup depuis quelques jours, qui est l'interdiction du plastique, et dont Sandra Estrade va nous témoigner des solutions qui ont été mises en place par la ville de Toulouse. Donc l'interdiction du plastique, quel qu'il soit, jetable comme lavable, pour les contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service. Aujourd'hui, il n'existe pas d'autre alternative sur le marché que le réemploi pour répondre à cette interdiction du plastique. Mais en complément, il y a d'autres réglementations qui se cumulent, avec notamment l'obligation de vaisselle réemployable pour les repas pris sur place, quel que soit le type de restauration. C'est ce qui a beaucoup fait parler ces derniers jours, puisque voilà, à l'heure actuelle, on verra hein, si la loi d'interdiction du plastique va jusqu'à la vaisselle. C'était le gros sujet qu'il y a eu ces derniers temps. En tout cas, si l'interdiction du plastique ne concerne pas la vaisselle, sachez que la vaisselle est obligatoirement réemployable. Donc la seule chose que ça vous permettrait d'utiliser, ce serait les verres en plastique lavables qui sont parfois utilisés dans certaines écoles maternelles ou dans les crèches pour de très jeunes enfants. Voilà, mais ça ne remet pas du tout en question l'interdiction du plastique euh, pour la cuisson. Cette interdiction, elle a un objectif de santé publique pour éviter les migrations. Et puis très rapidement, les autres réglementations, vous voyez que sur la vente à emporter, il y a d'autres obligations. Là, on est sur une obligation de contenants réutilisables ou composés de matières recyclables pour la vente à emporter, quel que soit le type de restauration. Et puis pour la livraison des repas à domicile pour les personnes âgées ou handicapées, on est déjà depuis quelques années sur une obligation de réemploi, c'est-à-dire qu'on doit récupérer le contenant, le laver et le remettre en service et quel que soit le matériel utilisé, ça peut être en plastique pour ces personnes-là, parce que la loi ne le précise pas. Voilà très rapidement pour le rappel de la réglementation. Merci Marie-Cécile. Donc, on va laisser la parole à Sarah Pécasse, directrice de la mobilisation des acteurs du territoire à la Fondation pour la Nature et l'Homme, pour nous parler d'un petit zoom réglementaire sur la question de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Sarah, la parole est à toi. Alors, à nouveau, on est dans un corpus réglementaire qui est dense. Je ne vais pas vous refaire tous les textes de loi, je vous rassure. On va plutôt se centrer sur les témoignages des solutions plutôt que sur vous présenter l'ensemble des réglementations. Ce qu'il faut savoir, ce que je voulais vous dire, c'est que d'abord, si vous voulez plus d'infos sur ces lois, il y a en bas de la diapo deux ressources précieuses sur Internet, le site Mon Resto Responsable avec la rubrique ressources et le site Ma Cantine avec une rubrique documentation où vous aurez toutes les précisions et notamment toutes les dates des lois, les numéros. Si vous voulez aller les lire au journal officiel, vous pourrez le faire. On ne va pas le faire aujourd'hui. Ce sur quoi on va insister aujourd'hui, c'est vos obligations, encore une fois. Donc les obligations, elles sont
au titre de quatre qu'on a reprises ici qui nous paraissent importantes. La première, c'est déjà de savoir ce qu'il en est. Donc, un diagnostic préalable. Et une fois qu'on sait où on en est, on met en place une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire. Ensuite, il y a donc le Crous Toulouse-Occitanie vous partagera ce qu'il a fait en la matière et ça pourra vous aider à trouver vous aussi comment avancer ou à comparer ce que vous avez pu mettre en place dans vos propres établissements. Il y a l'interdiction de rendre impropres à la consommation les excédents alimentaires encore consommables. C'est une loi qui dépasse aussi le secteur, mais qui est importante. Il y a pour tous les opérateurs préparant plus de 3000 repas par jour de proposer une convention de don alimentaire à une structure d'aide alimentaire. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la question de déchets, c'est aussi, là aussi, on pourrait parler en quelque sorte de réemploi ou en tout cas d'une autre utilisation. Et puis la loi AGEC qui donne un objectif chiffré. Donc on y arrive, on y est finalement à cet objectif. En 2020, ça paraissait sûrement un peu éloigné, mais ça y est, on y est donc de 50%, de réduire de 50% en 10 ans, donc par rapport au niveau de 2015, au niveau 2025. Voilà ce que je voulais vous partager rapidement pour laisser place à ce qui vous intéresse le plus. Mais c'était important de savoir ce qui s'imposait à vous. Merci Marie-Cécile, merci Sarah. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir désormais Sandra Estrade, directrice de la cuisine centrale de la mairie de Toulouse, pour nous parler dans un premier temps de la suppression du plastique. Vaste question. Sandra, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus et surtout, dans un premier temps, nous présenter le fonctionnement de ta cuisine centrale? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. La cuisine centrale de la ville de Toulouse, c'est une cuisine municipale, hein, donc en autogéré, qui fabrique 35 000 repas par jour à destination des 211 écoles, 17 restaurants seniors et le restaurant social. Donc, on est 96 collaborateurs à la cuisine à œuvrer pour essayer de proposer des repas de qualité. Et donc, on est dans le clou de la loi Egalim depuis 2022, puisqu'on est à environ 52% de SICO, dont 33% de produits bio. Et du coup, qu'est-ce qui vous a permis d'atteindre la loi Egalim? Du coup, on avait discuté un petit peu ensemble, il y avait quelques éléments que peut-être tu pourrais Ouais, partager. c'est donc beaucoup de sourcing auprès de producteurs locaux pour voir effectivement s'ils sont en capacité de répondre en quantité, etc. Sinon, on essaie de voir comment on s'adapte. Et puis, du coup, bah, d'allotir suffisamment finement pour qu'ils puissent répondre au marché qu'on lance. Et puis, effectivement, travailler avec eux, enfin, discuter beaucoup, connaître leurs contraintes, qu'ils connaissent les nôtres. Et, euh, et ce qui permet travailler aussi sur l'équilibre carcasse avec la viande, sur la volaille, jusqu'à arriver à planifier un calendrier de livraison annuel qui leur permet, eux, de caler leur mise en place de leur production pour que ben, on ait bien les denrées qu'on souhaite au moment où on les souhaite. Ok. Alors, hop, donc la cuisine centrale. Pourquoi? Voilà. Ta cuisine centrale s'est engagée dans la démarche Mon Resto Responsable en 2023. Et parmi les engagements qui ont été pris, il y a la suppression des barquettes plastiques au profit de contenants réemployables. Alors, quelle était la situation avant 2023 dans ta cuisine centrale? Alors, on était en barquette en gène, un quart, en polypropylène, hein, en PP, classique plastique. Euh, donc, sur les engagements, alors on s'est engagé dans la démarche en 2020. Bon, il y a eu Covid, donc ça a décalé un peu pour la deuxième étape. Et en fait, donc, on a pris les nouveaux engagements en juin 2023. Et on s'est engagé, nous, en 2022. Quand la loi, en fait, on s'est dit, oups, 2025 va vite arriver, le 1er janvier. Compte tenu de l'impact que ça peut avoir sur la production, il faut quand même pas traîner. Donc, janvier 2022, on s'est constitué en groupe projet, hein, euh, et dans laquelle on a intégré dès le début, évidemment, toutes les directions pour lesquelles il y allait avoir un impact sur ce changement de contenant. Et on s'est également adjoint la collaboration des adjoints de prévention, d'une ergonome. On a intégré les syndicats. Voilà. Et c'est surtout qu'on a organisé beaucoup de groupes de travail en intégrant le personnel. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a eu un choix à faire
de format, de matériel, de réflexion sur des travaux, voilà, de réflexion sur l'ergonomie. Voilà, pour chaque thématique, en fait, on a créé des groupes de travail qui intégraient effectivement les agents pour qu'ils soient impliqués et pour qu'ils soient au courant de l'avancée de la démarche, en fait. Et donc, Toulouse s'est mis dans le groupement de commande tremplin au niveau national aussi. L'intérêt, enfin, voilà, enfin, il y avait Bordeaux, Nantes, Rennes, Tours, deux grosses collectivités de Paris. Donc, on est un peu de poids face aux industriels pour faire avancer la technologie. Ah oui. Parce que le temps des industriels n'est pas le nôtre, on va pas se mentir. Et que quand on attend qu'un outil sorte et qu'on se dit waouh, et ça arrive pas, et ça arrive pas, et la date arrive, c'est un peu compliqué. Donc là, l'intérêt d'avoir un groupement de commandes qui représente, alors, je sais plus combien on représente de repas, nous tous, Hmm. mais forcément, ça pousse un peu au niveau des industriels pour faire avancer les choses. Alors, du coup, ce projet, il vous a amené à identifier plusieurs pistes pour remplacer le plastique et à en écarter d'autres. Est-ce que tu pourrais nous dire comment cette réflexion, à quoi cette réflexion a abouti, du coup? Alors effectivement, au départ, on a fait une espèce de, vous savez, là, je sais plus comment ça s'appelle, mais enfin, on a plusieurs options, et puis pour chaque option, au fur et à mesure, on la scratch, on part sur une autre, et puis on a plusieurs voies après, et au final, on finit sur un seul choix. Donc au départ, le plus simple pour nous, c'était de partir sur des barquettes biodégradables thermocellées, ce qui ne nous faisait pas changer beaucoup le processus, juste le matériau de composition de la barquette. Et puis assez rapidement, quand même, il a été mis en évidence qu'il y avait quand même des doutes sur le fait que ces barquettes-là, elles soient validées. Euh, et puisque le liner, en fait, est en PLA, mais le PLA, au sens européen, c'est du plastique. Et on se rend Hmm. compte, comme l'a dit Marie-Cécile tout à l'heure, effectivement, hein, que c'est pas un contenant admissible pour la cuisson, la réchauffe et le service. Donc, il nous restait pas grand-chose, le verre, l'inox ou la porcelaine. Moi, j'étais allé vers la porcelaine, ça vous aura pas échappé. Alors, on était plutôt parti sur le verre au départ. Pourquoi? Parce qu'on voit à travers. Et que l'inox, comme vous voyez sur la photo, une fois qu'il y a le couvercle, on ne voit plus rien. Et donc, c'était pour nous important de quand même tenter le verre. Assez rapidement, on a trouvé les limites du verre. C'est fragile, ça se casse. Donc, du coup, il y a un risque quand même après de se retrouver un éclat de verre dans le plat. Et puis, c'est très lourd. Voilà, donc compliqué. On a relativement vite abandonné. Donc, il nous restait l'inox. Et effectivement, avec les qualités qu'on connaît, hein, on a tous des gastro-inox dans nos cuisines et c'est du matériel qu'on a depuis 20 ans ou 30 ans et qui, a priori, n'a pas bougé. Voilà, seul inconvénient, à part le poids, mais ça, de toute façon, on le savait au départ, Tu c'est vas en reparler, ouais. Hmm. qu'effectivement, on ne voit pas à travers. Voilà. Oui, c'est sûr. Hmm. Donc, contenant inox avec des couvercles inox banderolés, du coup. On va voir après, on aura une petite présentation vidéo en OK. l'occurrence. Alors, du coup, remplacer des contenants plastiques où voilà, on sait tous les avantages que peuvent présenter le plastique en termes de poids, de stockage, puis le fait que on n'avait pas à le laver puisque ces contenants-là, ils partaient directement à la poubelle. Donc, ça veut dire qu'il faut tout repenser. Il faut repenser toute l'organisation, comment on lave tout ça, comment on stocke. Et on parlera juste après, effectivement, de la question aussi en lien avec les troubles musculo-squelettiques qui peuvent être engendrés par la manipulation de poids répété. Mm. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place du coup pour accueillir cette nouvelle organisation? Alors, il y a eu quelques choix stratégiques à faire dès le départ, hein, à savoir déjà on externalise le lavage ou on l'internalise. La question elle a été vite réglée, il n'y avait pas de centre de lavage chez nous, à Toulouse ou autour de Toulouse. Donc, on s'est dit, OK, on va casser quelques murs, on va acheter un méga tunnel et puis on va le gérer en interne. Ce qu'on a pu faire, heureusement, parce qu'on avait la laverie qui était quand même très grande. Donc voilà, on a cassé, on a acheté un joli tunnel, il fait 11 mètres de long, et ce qui nous garantit qu'en sortie, on a nos bacs qui sont propres et secs. Et là, on va s'équiper, on va changer une ancienne ligne qu'on ne voit pas sur la photo, mais qui est à côté, où on lave toutes nos cagettes qui reviennent. Et où, parce qu'au départ, on avait le fol espoir d'arriver à operculer les gastro-inox. Bon, alors je ne sais pas s'il y en a qui partent là-dessus. Nous, en tout cas, sur les tests qu'on a fait, malgré les promesses des industriels, ça n'a pas fonctionné.
Alors, ça fonctionne sûrement très bien en labo, mais dans la vraie vie d'une cuisine où il y a toujours un petit bout d'épinard qui dépasse sur le bord ou quoi, ça tient pas. Ça tient pas, donc bah, du coup, c'est un peu compliqué. Et nous, ils nous annonçaient une réussite entre allez, 60 et 100% des. Enfin, bon, entre 0 et enfin, entre 20 et 60% des bacs qui tiendraient l'operculage 5 jours, puisqu'on est à 5 jours avec des tests de vieillissement. Et du coup, quid de ceux qui n'allaient pas tenir? Et il n'y avait pas de réponse. Donc, on s'est dit, c'est un peu chaud de partir là-dessus. Et notre industriel nous a dit, écoutez, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionnera peut-être dans 2 mois, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 2 ans, peut-être jamais. Donc là aussi, à un moment donné, ben, on se pose, hein, on fait un copil et on dit, on fait quoi? On attend que le temps passe au risque que ça ne marche pas, ou ben, on se lance et puis on choisit notre option. Voilà. Donc, effectivement, donc, ce lavage-là, on va changer une autre machine aussi pour pouvoir sécher les couvercles, puisque donc à la base, on ne pensait pas avoir de couvercles et on en a. Pour nous, juste pour vous donner un chiffre, hein, c'est 8500 bacs par jour qui vont revenir en plonge et autant de couvercles. Voilà. Le tunnel là que vous voyez, il fait 700 bacs heure. Si on ne s'arrête pas, il nous faut 12 heures. Donc ça a nécessité 7 équivalents temps plein supplémentaires hein, pour cette Ouais, c'est laverie ça. en, en personnel. Donc de s'équiper de celui-là. Et puis à côté, on n'avait pas prévu de laver les couvercles. Eh ben, il faut qu'on change une autre machine pour laver les couvercles. Voilà. Heureusement, par rapport au transport, nous, on avait déjà des poids lourds en propre, avec des chauffeurs qui ont forcément de fait le. Voilà, parce que la charge utile des camions, vu le poids que rajoute le fait d'utiliser des gastro-inox, c'est pas à négliger et ça peut vite vous faire basculer au-dessus des poids limites de vos camions. Donc nous, on avait cette chance-là, on était large. Et puis après, c'est tous les espaces de stockage qu'il faut trouver. Parce que là, les bacs, certes, ils partent, mais ils reviennent. Et il faut faire de la place. Donc, on a cassé des murs, on a fait en fait des zones de stockage en amont de la plonge. Parce que quand ça revient des écoles, il nous faut 12 heures pour les laver. En gros, ils rentrent en 3 heures de temps. Donc, il faut bien les mettre quelque part pour patienter. Et puis après, une fois qu'ils sont lavés, pour les stocker avant qu'ils soient réutilisés en production. Alors donc justement, on parlait juste avant, bah, c'est assez évident, hein, bon, je ne sais pas si c'est utile de le dire, mais le fait que le plastique est plus léger nécessairement que des contenants inox. Donc en conséquence, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place pour essayer de limiter l'apparition de troubles musculo-squelettiques chez les agents qui travaillent à la cuisine et dans les offices? Bah, effectivement, alors le fait de s'être adjoint ergonome et adjoint de prévention dès le début du projet, c'est que systématiquement, dans tous nos choix, on l'a vu aussi sous l'angle de conditions de travail et amélioration des conditions de travail, puisque le poids de fait, il était là, hein, c'était l'adaptation. Donc, on a des espèces de gerbeurs à hauteur constante qui permettent aux agents, là vous avez celui, photo de droite, ce qui est en plonge pour que les agents n'aient pas à se baisser, attraper les bacs, pardon, ouais, les bacs gastro dans les cagettes au sol. Donc, ça remonte en hauteur, ils sont en hauteur de tapis. On a fait le choix d'équiper nos chaînes de conditionnement de Kobo, de dépose de bacs et de dépose de couvercles. Parce que ça aussi, il faut imaginer, alors on avait la chance d'avoir la place de les y mettre, hein, mais je sais qu'il y a d'autres collectivités qui ont des espaces plus contraints. Donc, il faut imaginer qu'il y a quelqu'un qui va passer sa journée à poser des couvercles sur des gastros que les collègues ont remplis juste avant. Donc, dans la mesure où il n'y a Hmm. aucune plus-value à mettre un agent à faire ça, ben, on l'a automatisé. Alors, c'est pas neutre, hein, parce que c'est des gros investissements. Mais bon, voilà, ça nous. Enfin, c'est pas que ça nous paraissait pas humain, mais en tout cas, on s'est dit, waouh, le mec des temps modernes là qui va passer sa journée à poser des couvercles, c'est pas terrible quand même, quoi. Ça manque Oui, un peu oui, bien sûr. d'intérêt et puis en matière de troubles musculo-squelettiques, etc. Hmm. Et on a aussi travaillé avec, enfin, à faire des essais. On a acheté 2 exosquelettes, voilà, puisqu'on est sur des positions postées où on se penche tout le temps un peu en avant, etc. Et on a forcément les agents qui, au bout de 7 heures à faire ça, force aussi sur le dos, donc voilà. Et après, bah, c'est tout ce qui est investissement sur les offices pour aider au dérochage des bacs, puisque nous, on Hmm. n'exige pas qu'ils reviennent propres, mais on exige qu'ils soient au moins dérochés et rincés. Donc, c'est Hmm. aussi faire plein d'essais à chaque fois et demander aux agents leur avis sur, alors, on a testé corne, maryse,
brossette, etc. On les fait tester jusqu'à ce qu'on trouve le bon et qu'on l'achète et qu'on le déploie. Alors, tu parlais de Kobo. Moi, j'ai dû chercher sur Internet ce que ça voulait dire. Donc, je partage aux autres participants. Si vous ne savez pas, Kobo, c'est l'abréviation de Collaborative Robots. Donc, c'est une abréviation anglaise qui signifie robot collaboratif, vous l'aurez compris. Et ça qualifie en fait les robots qui sont chargés de travailler aux côtés des humains. Donc, on va avoir un Kobo en action, ou des Kobos d'ailleurs, un ou des. Deux, Sont-ils il y en a plusieurs? Deux, un, il y un en en a deux. dépose et ouais. Ouais. On Oula! leur a pas trouvé de petit prénom encore. Alors, je sais pas si vous entendez le son. J'ai essayé de le baisser, mais je sais pas si de votre côté ça. Ah, Donc là, on non. le voit en action. Je sais pas si tu veux commenter, Sandra. Bah, en fait, voilà, on a le Kobo de départ qui dépose le bac, ce qui fait qu'au niveau des agents de service, bah, ils n'ont pas déjà ce port de bac à faire, hein. Parce que jusqu'alors, la barquette, elle pesait 45 grammes, donc pas de souci. Là, c'est 365 grammes, je crois, le bac. Et donc, je vous disais, hein, voilà, imaginez que là, à la place de ça, c'est quelqu'un qui fait ça toute la journée. Donc, on s'est dit, bah, c'est un gentil Kobo qui va nous le faire. Et donc, il va chercher Donc le là, on voit bien, couvercle sur un chariot dédié, il vient le poser voilà. dessus et Et ensuite on on voit bien le a banderolage à la fin. Je sais pas si vous avez vu. Donc on pose vraiment le couvercle par-dessus et il y a le banderolage ensuite. Voilà. voilà, qui vient assurer l'inviolabilité de la barquette. Donc nous, on a fait le choix de ne pas prendre un couvercle étanche. Euh, voilà, vous pouvez vous étonner, vous dites, ouais, mais du coup, c'est pas étanche. Effectivement, malgré tout, on a fait des tests de vieillissement, on n'a aucun mauvais résultat à 5 jours, juste voilà, couvercle posé, bande roulée. Et c'est juste parce qu'on avait des doutes au prix du couvercle étanche, sur la durabilité de ce couvercle du caoutchouc et surtout du risque d'hygiène qu'on prenait si la gorge du joint était mal nettoyée. Ça nous a vraiment Oui, inquiété et donc on n'est pas parti bien là-dessus. sûr. Alors, est-ce que déjà à ce stade, il y a un début de bilan que tu pourrais dresser, quelques bénéfices observés pour le moment? Alors, assez surprenant parce qu'on se dit finalement c'est que contenant, mais ça améliore vraiment la qualité des plats. On le voit sur les viandes en sauce, les sauces sont beaucoup plus liées. Alors, ça doit être la réverbération de l'inox, quelqu'un saurait nous l'expliquer sûrement mieux que moi. Mais les produits sortent vraiment plus sympas. Donc, ça, c'est le premier point. Euh, Évidemment, il y a une réduction significative des déchets, hein. Alors, je l'avais noté quelque part. On produit plus de 100, enfin, on produisait plus de 100 tonnes de plastique par an. Nos Ah oui, barquettes, ouais, l'utilisation de nos barquettes, bah, 35 000 repas par jour, tu vois, si tu fais des calculs, oui, bien sûr, bien sûr. on était à plus de 100 tonnes de plastique donc, qui partaient à l'incinérateur tous les ans. Donc, c'est évidemment une réduction significative. Et puis, alors, on n'est pas dans le monde des bisounours, hein. On a mis agent satisfait là sur la slide, mais il ne faut pas rêver, hein. Ils ne sont pas non plus en train de faire zai. C'est juste que les réactions au début, ça a été «Oh, mais je croyais que ça allait être beaucoup plus lourd que ça». Oui, c'est Voilà. plus Donc, dans le sens que certes, par c'est rapport à ce lourd. qui était attendu. Ouais, ok. Ouais, par rapport à ce qu'ils pensaient, finalement, ils ont été agréablement surpris du fait que c'était pas aussi lourd qu'ils auraient pu l'imaginer. Après, on se cache pas qu'évidemment, ça fait du travail en plus parce que bah, avant, ils jetaient, là, il faut nettoyer, etc. Donc, il faut revoir aussi un peu le process, l'organisation du temps de repas, etc. Mais c'est plutôt assez positif. Attends, j'ai un petit problème avec la diapo. Pourquoi ça change pas? Ça change de ton côté? Non? Non, Ok. J'ai mon ordinateur qui a planté. qui a planté, ouais. C'est pas le moment. Alors, hop, excusez-moi. Ok, donc j'ai PowerPoint qui ne répond plus. Donc je vais devoir fermer mon PowerPoint. Excusez-moi. J'arrête le partage, 2 petites secondes. C'est les aléas du direct. Ok, je le réouvre. Hop. Alors, je vais reprendre où c'était directement. Tac. Et vous repartagez l'écran. Hop. Ok, normalement, c'est bon. Donc oui, la question suivante, c'était d'essayer de voir avec toi si finalement tu avais quelques conseils à donner aux participants ici présents et qui souhaiteraient se lancer justement dans une démarche de substitution du plastique. Donc clairement, voilà, associer l'ergonomie.
ergonome ou un adjoint de prévention, enfin la personne qui s'occupe un peu des conditions de travail, qui maîtrise le sujet chez vous. C'est important parce qu'il y a quelques choix qui ont été faits à la lecture de leurs connaissances dans le domaine. Vraiment, pas hésiter à être pluridisciplinaire. Il ne faut pas être nombreux dans un groupe dans les groupes de travail, mais c'est quand même important, voilà, d'avoir un peu la représentation des organisations syndicales, des agents importants vraiment qui soient bien intégrés. Moi, je vous invite à toujours tester les solutions. Parce que sur le papier, des fois, on se dit, ouais, c'est super. Et puis mettre en pratique, et c'est surtout avec les agents qui vont faire le boulot à la fin avec cet outil-là, il faut, pour moi, c'est indispensable de le tester, voilà. De bien planifier. Je vous avoue qu'au début, on était parti sur 3 millions, on en est à 4. Voilà. Bah, parce qu'on n'avait pas prévu de changer les machines, que finalement, il faut les changer, qu'au début, on s'était dit, bon, bah, on va pas forcément mettre de kobo et puis après on se dit waouh et finalement si. Donc voilà et c'est surtout quand vous êtes comme ça, c'est vraiment changer tout le process et faire des choses qu'on ne faisait pas, on ne l'avait pas, etc. Il y a plein de trucs qu'on n'avait pas réfléchi. Là par exemple, on a tilté il n'y a pas trop longtemps. On se dit ok, qu'est-ce qu'on fait de nos bacs pendant les vacances scolaires? Quand on passe de 35 000 à 6 000, là. J'ai acheté 52 000 bacs, 52 000 couvercles. Donc, en temps de production normale, ils tournent. J'ai plusieurs jeux chez moi, un en production, un en plonge, un en stock, un qui va partir livrer, un dans les écoles. OK, ils sont tous un peu partout. Mais pendant les vacances où je tombe à 6 000, ils sont tous là. Mais je ne sais Ouais, pas c'est où un je les stock. mets. Et oui, oui, c'est ça. Voilà, le genre de Donc, truc tout faites bête. Et bien ça, ça fait 3 ans d'anticiper. qu'on est sur le projet. Et Mm. ça, on a tilté il y a 3 mois, quoi. Voilà, donc voilà, bien. Et c'est vraiment une pelote, quoi. C'est-à-dire qu'au fil et à mesure qu'on avance, on se dit, oh putain, il y a ça, oh, il y a ça, oui, il y a ça. Donc, euh, il faut vraiment avoir un temps de réflexion. Et plus on est nombreux, et plus on va penser aux choses auxquelles on ne pensera pas. Voilà. Et puis, essayer d'adapter les solutions. Ça, on s'en rend compte dans les écoles où c'est tellement des configurations différentes dans chaque école qu'une solution qui va marcher là, elle ne marchera pas là, etc. Donc, au début, on fait du grosse maille. Et puis, mais il faut surtout sur les écoles après, parce que c'est eux qui vont, pour partie, laver, revoir leur organisation, essayer après d'affiner vraiment plus aux spécificités de chaque site. Ok. Merci beaucoup, Sandra, pour ce témoignage. Alors, Avec si mon plaisir. PowerPoint fonctionne, et ça fonctionne, après ton témoignage, nous allons maintenant accueillir Pierre-Marie Barrault et Céline Commun, donc respectivement directeur de la restauration du Crous de Toulouse Occitanie et assistante qualité nutrition et diététicienne au Crous de Toulouse Occitanie, pour Excuse-moi, parler de nouveau de la je sais pas question si de on est la parvenu. substitution du plastique, mais plus spécifiquement dans les sites de vente à emporter du Crous, mais aussi de la question de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Est-ce que vous êtes là, Pierre-Marie et Céline? Je ne vous vois Oui, pas. vous nous Oui, entendez? oui, c'est bon, je vous entends. Est-ce que Pierre-Marie, vous pourriez nous présenter déjà un petit peu le service restauration du Crous de Toulouse-Occitanie? Oui, alors on n'est pas du tout sur la même configuration que la cuisine centrale de la mairie de Toulouse. Vous pouvez le voir, hein, nous, c'est 20 000 repas préparés jour, mais on a 333 collaborateurs parce qu'on n'est pas du tout sur le même type de distribution. C'est 48 points de vente au total, donc, dont 17 restos universitaires, 19 cafettes. En 2026, on aura un nouveau restaurant sur l'Aveyron, sur Rodez. Sur 6 départements, du coup, pour la restauration. J'ai un peu honte des chiffres Egalim, mais ils sont en nette amélioration en janvier et février 2025. Donc en janvier et février 2025, nous sommes sur 39% de produits SICO et 14% de produits bio. On Ah a oui, essentiellement, au mois de janvier, on est passé sur de la farine biologique pour notre pain. On est passé aussi sur toutes nos pâtes sèches en bio et on a aussi revu le bœuf qui est maintenant bio, une partie aussi de nos produits laitiers. Donc voilà ce qui explique cette augmentation et on va essayer de se rapprocher de la mairie de Toulouse. Voilà. alors, donc justement, vous avez récemment engagé toutes vos cafétérias dans la démarche aussi Mon Resto Responsable. Ça, c'est assez original. Donc, l'engagement, je crois qu'il date d'octobre de l'année dernière.
Et donc, dans ce contexte, on va parler un petit peu des cafétérias, plus sur la question des emballages. Est-ce que vous pourriez nous présenter un peu le fonctionnement d'une cafette au Crous pour ceux qui n'en ont jamais connu ou pour qui ça remonte? Oui, alors clairement sur les cafétérias, contrairement au Resto U, on est sur du produit snacking, on est sur de la vente sur place ou de la vente à emporter, ce qui pour nous enfin c'est une vraie problématique en termes d'emballage et de jetables. Donc nous proposons surtout des produits type sandwich, salade, pasta box, ces produits-là qui sont fabriqués par nos équipes. Et puis bien sûr, un grand nombre de pâtisseries maison et pâtisseries américaines. Donc voilà, on a surtout des problèmes sur ce jetable-là. Et aussi nos boissons chaudes qui étaient servies dans des contenants en carton, certes recyclables, mais en carton, donc jetables. Oui. Donc ben, justement, c'est la transition toute parfaite. Ce que j'allais demander à Céline, qu'est-ce que justement vous avez pu commencer à mettre en place suite à l'engagement récent de l'ensemble de vos cafettes, avec cet engagement dans les éco-gestes qui concerne spécifiquement le fait d'essayer de trouver des alternatives à ces contenants jetables. Alors Céline, qu'est-ce qui a pu être mis en place déjà depuis octobre dernier? Qu'est-ce que vous avez tenté de mettre en place pour remplacer ces contenants jetables? Alors déjà, avant de prendre l'engagement en octobre, on avait déjà réfléchi un petit peu à la question, où on avait fait des tests sur deux restaurants, deux cafettes, pardon, où on utilisait des contenants réemployables donc qui étaient en verre. C'est toujours d'actualité, sauf que c'est très peu utilisé, sûrement parce que le verre est trop lourd et parce que c'est en verre et donc à transporter c'est plus dangereux, comme pour la cuisine centrale finalement, dans le sac des étudiants. Donc c'est toujours d'actualité, mais c'est très peu utilisé. Ensuite, nous avons les salades et les plats emportés qui sont servis dans des contenants en pulpe biodégradables, mais par contre, ils sont fermés avec des couvercles plastiques ou un film thermocellé qui est aussi plastique. Donc ça reste encore un point à revoir pour améliorer notre gestion du plastique. Et la plus grosse action qui a été faite, du coup, Pierre-Marie a commencé à en parler, c'était la suppression des gobelets jetables. Donc, on a investi dans des tasses en verre réutilisables pour, euh, pour consommer sur place. Oui, c'est pour consommer sur place, pardon. Et à emporter, on est toujours sur les gobelets jetables, mais qui sont désormais payants. Donc avant, en fait, on leur servait un café dans une tasse classique à un tarif classique. S'ils venaient avec leur tasse réutilisable, on leur faisait payer 15 centimes moins cher pour valoriser du coup et éviter les déchets. Et maintenant, ça a été voté. Mm. Maintenant, on a seulement un tarif de boisson dans un contenant réutilisable. Et s'ils veulent l'emporter, ils doivent payer 30 centimes le contenant. Peut-être Donc, que on je, passe sur le principe que la règle de base, c'est le contenant réutilisable du coup. Oui. Ok. Oui. Peut-être que je peux préciser, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que de proposer, en fait, on propose ce qu'on appelle, nous, des objets d'utilité publique, c'est-à-dire que l'étudiant, on a retiré, nous, tout ce qui est couvert, jetable, c'est-à-dire que l'étudiant, on lui propose plus de couverts jetables, il vient soit avec ses propres couverts, soit on lui vend des couverts. C'est pareil pour le mug, c'est pareil pour la gourde. Et donc, on avait fait le choix de proposer un tarif préférentiel sur les boissons chaudes quand l'étudiant vient avec son propre mug. Ce tarif était de 15 centimes. On s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant et que seulement 5% des étudiants jouaient le jeu. Donc cette année, on a fait le choix pour seulement la vente à emporter, parce que la vente sur place, on est passé sur du full contenant réutilisable pour les boissons chaudes. Nous sommes passés à 30 centimes en espérant que les étudiants, du coup, participent à ces éco-gestes et viennent, du coup, avec un contenant réutilisable pour le café à emporter. Ok. Alors donc merci pour ces éclaircissements concernant les cafettes. Maintenant, on va voyager dans vos restaurants universitaires avec la thématique de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pierre-Marie, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur la démarche qui a été mise en place, notamment de diagnostic? Oui, alors on a été aidé, enfin le premier diagnostic a été réalisé, alors je vois 2022, mais c'est même 2021. Ça devrait être 2020, malheureusement, comme tout le monde, la crise sanitaire est passée par là, donc
on a été contraint de repousser les audits. Donc pour ces premiers audits, on a audité en fait 10 restaurants universitaires. On a été aidé par l'ADEME et la région qui nous ont versé des subventions pour faire ces audits. Donc clairement, on a fait appel à un prestataire qui a audité l'ensemble donc de ces 10 restaurants. Du coup, un plan d'action en est ressorti, un plan d'action qu'on a pu mettre en place. Et ce qui nous a permis, ben, ensuite, en interne, de réaliser des audits chaque année sur l'ensemble de nos structures. Donc, il faut savoir que pour réaliser ces audits, on pèse tout, hein. On pèse les pertes de production, les repas non servis, les retours plateaux des étudiants, bien entendu. Et puis, alors de mémoire, je crois que c'est la slide d'après, on est passé depuis à 32 grammes. Vous avez 37 grammes, donc ça c'est 2024. Dorénavant, on est à 32 grammes parce qu'on a réalisé encore des audits il D'accord, n'y a pas très longtemps en ok. 2025. Donc on arrive à 32 grammes au cours de Toulouse Occitanie. Donc les différents plans d'action, bah, ça a été de réduire hein, déjà entre autres la taille du pain, de réduire la portion aussi des légumes et des féculents. On a fait le choix aussi de supprimer la décoration de nos assiettes. En fait, on s'est rendu compte que ce qu'attendaient les étudiants, bah, c'était de manger un repas complet et de qualité, et que clairement, la décoration ne servait pas à grand-chose. Donc on s'est posé la question, même sur chaque recette, on a été à se poser la question de se dire est-ce qu'on enlève le cornichon qui est prévu sur le pâté de campagne, est-ce qu'on laisse l'olive verte qui est prévue sur telle et telle recette d'entrée, et ce qui nous a permis vraiment d'avoir un gain sur le gaspillage alimentaire une fois que ces différents plans d'action ont été mis en place. On a bien sûr sensibilisé les équipes, ça c'est très très important. On a ajusté bien sûr les portions, revalorisé le non servi, et puis parfois il nous arrive aussi de congeler le surplus de pain. Donc voilà, on était de Alors, mémoire à 60 grammes, je crois, avant alors, tous je ces crois que j'ai audits. sur la slide d'avant, j'ai les chiffres de 2022 en comparaison du coup Ouais, avec ceux de 2024, hein, ceux-là du coup. c'est ça. Donc Donc même on les voit années, quand même qu'il y a eu l'année, ouais, oui. une nette amélioration. Donc 2021, on était sur 60 grammes. En 2025, on est sur du 32 grammes. Donc là, on le voit par resto universitaire. Oui. Bien entendu, la composition aussi du menu est très importante, surtout sur un Mm. milieu étudiant. Clairement, si vous proposez, je sais pas, je vais aller un peu loin dans mon raisonnement, mais des tripes, ça va moins plaire que le fameux cordon bleu. Oui, Donc, d'où la nécessité d'effectuer les mesures sur une semaine complète avec tout des à menus fait. différents et de faire une moyenne. Oui, tout à fait. Donc, on a parlé des actions mises en place au niveau de la préparation et du service. Et à table, peut-être, Céline, si tu veux nous dire un petit peu ce qui a été fait au niveau des étudiants pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Déjà au niveau du service, il y a une affiche qui a été installée pour demander la juste portion aux agents de service, ce qui permet de gérer et pas de faire juste au physique de l'étudiant. Et sur les tables, il y a des totems qui ont été mis en place qui parlent du gaspillage alimentaire, du tri des déchets, de plein de choses, mais du coup avec les chiffres du gaspillage alimentaire issus des audits pour informer du coup les étudiants sur ça. Et les étudiants ont aussi été mobilisés lors des périodes d'audit parce que, notamment sur les derniers faits en 2024, là, parce que c'est les étudiants eux-mêmes qui triaient leur plateau et qui se rendaient compte de ce qui était gaspillé puisqu'ils avaient les bacs de Mm. tri juste devant eux. Oui, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Eh bien, merci beaucoup pour ces différentes prises de parole. On a été un peu plus long que prévu au niveau de l'ensemble des prises de parole, mais on a encore un peu de temps qui nous reste pour les questions-réponses. Est-ce que Marie-Cécile, tu as vu Oui, des questions que tu pourrais faire remonter du chat? oui, il y a 5 questions. On va le faire du tac au tac en réponse rapide pour qu'on ait le temps de toutes les prendre. Pour Sandra, au niveau du plastique, est-ce que tu as connaissance du taux de perte de bac? C'est peut-être trop tôt pour avoir ça. Oui, du coup, je viens de répondre dans le chat. Alors, Sandra, tes réponses, du coup, elles sont en message direct, elles me sont adressées, donc je pense que du coup, Ah personne ne les merde. a vues. Alors, du tac au tac, Alors, très vite, donc pas de coupe non, sur la paire des bacs, la traçabilité. Donc, on a fait graver nos bacs
avec des QR codes et on est en train d'installer la traçabilité. Donc à aujourd'hui, on n'a pas de trace, on l'aura rapidement. Ça s'est installé en avril. Ce qui est évident, c'est qu'il faut absolument que vous traciez les bacs parce que sinon, pour les membres du groupe Tremplin qui ont fait des expérimentations, ils en ont perdu jusqu'à 40%. Parce qu'il faut dire que les petits bacs inox format G1, un tiers, c'est sympa pour faire les grattés à la maison, on va pas se mentir. Donc, il faut vraiment avoir une vigilance sur la traçabilité des bacs, sinon ils risquent de disparaître. Sur l'optimisation enfin, du coup, le coût de la collecte des déchets plastiques quand on était en plastique, Oui. on ne le mesurait pas puisqu'on a un incinérateur, nous, qui, via la chaleur qu'il produit, chauffe un quartier de Toulouse. Donc, nos barquettes n'étaient pas recyclées en plastique, elles partaient en collecte avec les déchets ménagers. Donc, on n'a pas de coût, c'était géré par la métropole comme n'importe quel déchet ménager qui part à l'incinérateur. Donc, il n'y aura pas Difficulté d'économie avec les... sur ce volet-là. Non. Difficulté avec les plans sauce. On est obligé effectivement d'épaissir un peu nos sauces. Voilà, sauce tomate. Parce que si vous prenez le bac dans la mesure où il n'est pas étanche et vous le retournez, il ne va pas rester grand-chose dans le bac, hein, on est bien d'accord. On est juste sur un couvercle posé et banderolé. Donc on fait attention à épaissir un petit peu nos sauces pour éviter, mais même sans les épaissir, même dans le transport, etc., ça verse pas partout. Et il y avait une question sur les bacs empilables. Est-ce que tu as des Oui, difficultés? non, on n'en a pas. On a fait le choix. On a testé plusieurs bacs. On va citer les marques, hein, c'est pas interdit. J'imagine, on a testé les Bourgeat et les Rieber. Et Rieber a travaillé sur un bac qui a une forme un peu conique, ce qui permet qu'il s'empile et qu'il se dépile avec beaucoup plus de facilité que ce que vous pouvez avoir dans vos gastros de cuisson que vous avez dans vos cuisines, là, qui ont les bords très droits et que de temps en temps, il faut y aller au forceps pour les décoller les uns des autres. C'est pas le cas, en tout cas, avec les bacs Rieber coniques. Ils ont beaucoup travaillé là-dessus. C'est en ça que le groupement de commandes tremplin a bien fait avancer a fait évoluer le matériel. Merci. Et on a deux questions pour le Crous. Quel est votre partenaire, le partenaire qui vous a accompagné pour les peser? Oui, alors on en a plusieurs. On a eu Verdicité, Les Mains sur Terre, Proportion. Et pour être tout à fait transparent, maintenant, c'est nous qui réalisons ces audits en interne. Une fois qu'on a compris comment il fallait procéder, c'est assez simple de le faire en interne. Très bien. Et si vous avez besoin les uns et les autres, effectivement, Restocco forme aussi, comme vous l'avez fait comme ça au niveau du Crous, on forme nos adhérents à une méthode qu'ils peuvent ensuite appliquer tout seuls, ce qui vous permet effectivement de faire des économies lorsque vous avez des personnes qui peuvent se mobiliser pour faire ce travail-là. Et comme il faut le faire régulièrement, c'est effectivement assez avantageux. Et dernière question pour vous, est-ce qu'il y a eu une incitation financière pour les contenants en verre des plats à emporter? Je pense que c'est pour les étudiants. Malheureusement, non, mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être qu'on se pose la question. Nous, on proposait à la vente le contenant en verre parce qu'on n'en a pas parlé, mais il faut derrière gérer la consigne. Et ça, c'est une autre problématique. Donc, nous, on avait fait le choix, en fait, de ne pas partir sur une consigne. L'étudiant, au début de son cursus universitaire, achetait un contenant. Nous, clairement, on le vendait prix coûtant. Je crois que c'était 4 euros le contenant, enfin, c'est 4 euros le contenant en verre. Et l'étudiant nous le ramène à chaque fois sale. Et nous, on le renettoie et du coup, il rachète un plat emporté au même tarif. Mais c'est vrai que c'est une bonne question. Il faudrait peut-être, comme le contenant boisson chaude, qu'il y ait un tarif préférentiel Mm. sur S'ils l'étudiant viennent avec le plat en Ouais, verre. ouais. Parfait. Eh bien, on a fait le tour. Il y avait peut-être une dernière question de nouveau pour les bacs inox. Est-ce qu'ils sont servis directement aux enfants, Sandra, ou est-ce qu'il y a un autre plat de service? Non, ils sont directement servis aux enfants, donc en élémentaire, c'est en self, donc bon, voilà. Mais en maternelle, ils sont posés sur table, mais il y a généralement un adulte par table qui assure le service auprès des enfants, parce qu'effectivement, c'est plus chaud, C'est chaud. donc il vaut mieux éviter que ce soit les enfants qui les manipulent. Parfait. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour des questions. Si vous aviez d'autres questions à poser à nos intervenants, n'hésitez pas à nous les écrire même après cet atelier et on pourra vous mettre en lien avec eux.
Bah, c'est parfait. Au final, on est nickel niveau timing. Donc, il y a peut-être d'autres personnes qui viennent de nous rejoindre pour que nous puissions ouvrir les différents ateliers pour cette seconde partie du webinaire. Donc, tout d'abord, nous souhaitons remercier très chaleureusement les différents intervenants qui nous ont partagé leurs bonnes pratiques pour ce deuxième webinaire Mon Resto Responsable. Donc, merci infiniment à vous trois.